visite à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À suivre également dans ce journal les propos du ministre de l'Énergie après sa visite à la mairie d'Abomey-Calavi. Donna Jean-Claude Rousseau est allé parler des retombées du péage au profit de la commune d'Abomey-Calavi. Voilà pour les titres dimanche 24 juin 2018. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée que nous ouvrons avec la Cour constitutionnelle, la 6e mandature, qui met le pied au plancher. Une première audience et déjà 12 décisions rendues. Une grande innovation. Les audiences publiques sous le leadership du professeur Joseph Fifamé Djobenou. La Cour envoie un signal fort. La transparence ou rien. Suivez cette analyse que nous propose ici Prévert Noutéo. Première audience publique à la Cour constitutionnelle. La 6e mandature démarre ses activités sur des chapeaux de roue, avec la ferme volonté de mener à bien les réformes que les Béninois appellent de leur vœu. Les 7 sages ont en effet siégé le jeudi dernier. Et pour un baptême du feu, ce fut un exercice réussi. 12 dossiers inscrits au rôle et des décisions rendues urbi et orbi. L'arrivée du professeur Joseph Djobenou à la tête de la Cour a suscité nombre de commentaires avant même qu'il ne prenne officiellement ses fonctions. Sa méthode semble, dès l'entame de cette mandature, porter les germes de la clarté. La Cour constitutionnelle est le fruit de la volonté souveraine du peuple béninois, qui a su trouver dans son génie les ressources nécessaires pour consolider l'état de droit et la démocratie pluraliste. Les juges de la 6e mandature ont juré de préserver l'héritage constitutionnel à travers l'instauration d'un règlement intérieur qui place d'emblée la haute juridiction dans une nouvelle ère. Il est vrai qu'en un quart de siècle, la Cour s'est révélée comme une véritable gardienne de la Constitution et du respect des lois de la République. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent donc au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. De sa première mandature, lancée le 7 juin 1993 à nos jours, la Cour n'est pas restée à l'abri des critiques. Elle a même porté le temps d'une passe d'armes institutionnelle, le surnom peu flatteur de Cour des miracles. Autant qu'elle suscite une grande admiration qui transcende le cadre des frontières nationales, la haute juridiction est loin de faire l'unanimité. Le vent de réforme qui souffle sur la Cour constitutionnelle vient donc à point nommé. Les juges de la 6e mandature veulent imprimer leur marque et sortir la haute juridiction d'un confort qui le confine dans l'éloignement. Dans un pays où la suspicion est érigée en sport national et le verdict de la Cour perçu comme le dictat d'une élite éclairée, la nouvelle formule de l'audience publique apparaît, à tout le moins, comme une ouverture dans l'arène naguère infranchissable. Le souci de transparence évacué focus sur le revirement constitutionnel consubstantiel à certaines mandatures de la haute juridiction. C'est de notoriété publique. Ces dernières années, la Cour constitutionnelle s'est retrouvée au cœur de la polémique sur bien des arrêts rendus. Encore dans toutes les mémoires, la fameuse sentence du 39 ans plus un jour égale à 40 ans, émise par la 5e mandature, une décision qui a mis sous boisseau la limite d'âge fixée dans l'article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990, qui indique, citation, « Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République s'il est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. » Fin de citation. Le revirement constitutionnel a enregistré au sujet de l'épineuse question de l'interdiction du droit de grève à certains corps de l'administration publique a aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour mémoire, la 4e mandature a privé les douaniers du droit de grève, un droit laissé aujourd'hui à la jouissance de certains corps des forces de sécurité et de défense, pour ne citer que ceux-là. La crise interne à la Cour 5e mandature, provoquée par la démission spectaculaire du conseiller Simplice Dato, est aussi l'illustration de ce malaise ambiant. Quoi qu'il en soit, le vaste champ qui vient d'être confié à la 6e mandature mérite d'être débroussaillé. Les 12 importantes décisions rendues par les 7 nouveaux sages résonnent comme un signal fort. L'heure est à la réhabilitation de l'image de la haute juridiction, une mission érigée en bonne place dans les priorités de l'actuelle mandature.
Maître Joseph Diogbenou et ses pairs veulent écrire une nouvelle page de l'histoire de la haute juridiction. Ils ont l'absolu devoir de vaincre les scepticismes par la clarté de leur jugement. Mais que pense l'homme de la rue de ces innovations de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle? Ghislain Poguet a promené sa caméra dans la rue de Cotonou. Et vous allez le voir, si les uns voient en ces réformes de belles avancées, les autres pensent qu'il y a un piège dans les audiences publiques. Suivez plutôt. Une équipe relativement jeune, et qui est dynamique et qui déjà est en train de poser des actes qu'on peut qualifier de bien, déjà par rapport au règlement intérieur, à leur mode de fonctionnement et des audiences publiques initiées. Et globalement, c'est une cour réformiste et a priori, on peut s'entendre à de bonnes décisions. Tant c'est la cour qui se regroupe, qui nous donne les décisions. Cette fois-ci, on aura quand même le public qui va assister et il y aura un peu plus de vitalité quand même par rapport aux décisions, ce qui vraiment donne une bonne appréciation, une certaine ouverture de leur mode de fonctionnement. Le COS-LEPI n'est pas le COS-LEPI qui doit dépasser le 30 juin. C'est le COS-LEPI de l'année dernière. Il ne faut pas que ça reste, ce COS-LEPI reste à cheval. Pour preuve, le président du COS-LEPI est allé rendre visite au président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de crainte. Avant, on avait peur de critiquer, par exemple, une décision de la Cour constitutionnelle. Tout simplement, pour beaucoup de gens, parce que ça se cuisinait presque. Maintenant, on dit, ben, on fait ça à ciel ouvert, on est sous la parade, on parle, et puis tout le monde a entendu. Maintenant, on a les GSM où tout le monde peut dire, ah, le président a dit pendant la séance telle chose que telle personne a contredit, etc., etc. Ça met les gens à l'aise. La Cour a son règlement intérieur. La Constitution leur impose un comportement. Ils sont obligés de respecter ce comportement. Si on peut leur faire confiance, on va permettre au pays donc de décoller à la vitesse que le chef de l'État a voulu choisir. Mais tout ça, tu dois créer les solutions. Économie, bah, miner le tour, mais solo gaspillage. Il y a un fou fou quoi, il y a un fou quoi, comme vous le sortez déjà. Et quand c'est le pénible, le fil de minimum. Tous ceux qui sont dedans sont des Béninois. Donc, comme il n'y a pas un étranger dedans, moi je me sens à l'aise d'abord en disant que voilà des Béninois qui font partie de leur cour constitutionnelle. Donc, pour moi, il n'y a pas encore de problème. Toute innovation, je peux avoir de doutes. Comme rassuré. Mais pour moi, c'est une innovation et comme c'est public en matière de démocratie, moi, vraiment, je marche avec. Je suis partant pour. Donc, pourvu qu'il n'y ait pas des jeux de dupes après. Sinon, quand on dit que c'est public, c'est une bonne chose. Oui, la audience publique, c'est une bonne chose. De mon point de vue, c'est une bonne chose. On a dit public, non. Donc, tout le monde va voir, tout le monde va entendre. Et donc, de ce point de vue, s'il devrait y avoir des arrangements, et disons des partitions sordides, les gens vont avoir peur. Et, vraiment, c'est publiquement que c'est fait et tout le monde a vu, tout le monde a compris. Donc pour moi, c'est une innovation, nous attendons de voir. On dit désormais que les audiences sont publiques. Lorsque je me vois dans l'incapacité de pouvoir me défendre dans un public, je me vois un peu lésé. Donc dans ce cas, je peux toutefois m'abstenir à ne pas faire des recours à la Cour constitutionnelle. Là, il va falloir qu'on se pose plusieurs questions. Et de voir à la fin ce qu'ils veulent faire au juste pour savoir. Puis on peut pas tout à l'heure se statuer sur ça et dire que c'est mais il faut voir la fin pour voir effectivement ce qu'ils veulent faire. Les audiences seront publiques, c'est bon. C'est très bon parce que il faut que nous, les citoyens, il faut qu'on sache ce qui se passe réellement dans le pays. Ce qui se passe réellement à la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas que 3 personnes, 2 personnes se ferment dans la chambre et donnent une décision qui n'avantage pas tout le monde et on va rester ici, pas commencer par crier. Non, c'est pas. Mais ça dit les membres de notre Cour constitutionnelle sont des gens responsables. Ce ne sont pas des novices. Je pense qu'ils feront le travail. Avant, les audiences étaient secrètes. À partir de maintenant, elles seront publiques. C'est une bonne chose. Les décisions sont un peu comme à la va-vite. Mais au fond, ce n'est pas des décisions à la va-vite. Quand vous voyez la composition de cette cour, ils sont tous dans le pays. Ils vivaient dans le pays depuis très longtemps. Donc il n'y a rien qui soit nouveau chez eux. Mieux. Celui qui est le président de la Cour, Maître Diogbenou,
que vous connaissez, qui est un homme compétent, qui est intellectuellement forgé que politiquement. Donc, en tant que Béninois vivant sur le territoire, il maîtrise assez de choses. Donc, les décisions de la Cour actuellement disent que si elle va vite, bon, je pense que non, hein, parce que ces sujets sur lesquels la Cour s'est penchée sont des sujets qui étaient là, des sujets pendants, dont presque tous les membres maîtrisaient déjà les contours. Donc, ils n'ont juste fait qu'analyser et puis rendre la décision. Donc, je me dis, dans tout ce qu'on a à faire en tant que population, nous devons quand même crédibiliser la Cour d'une bonne fois. Laissons les spécialistes travailler, c'est ce que je peux demander à tout un chacun. L'actualité, c'est aussi la tenue des 2e journées nationales de la gouvernance au cœur des échanges de la lutte contre l'impunité et la corruption. Tous les intervenants s'accordent pour que la lutte devienne collective. Prudence Aïssor de l'ancien Falola pour plus de détails. C'est une rencontre de haut niveau. 48 heures durant, présidents d'institutions de la République, décideurs politiques et acteurs de la société civile ont assez les réflexions sur la lutte contre l'impunité et la corruption. L'honneur me choisit de prendre la parole en ce début de cérémonie pour souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de distraire quelques minutes de votre précieux temps pour venir participer aux travaux de la 2e édition des Journées nationales de la gouvernance au Bénin. Les Journées nationales de gouvernance constituent un cadre inclusif et participatif pour une meilleure gestion des finances publiques. Un vœu cher au gouvernement du président Talon. Dans son discours sur l'état de la nation le 29 décembre 2017, le président de la République a souligné et réaffirmé la nécessité pour notre pays de s'engager résolument dans la lutte contre la corruption. Il s'agit là d'un des nombreux chantiers au programme des réformes du programme d'action du gouvernement. Les nombreux dossiers que notre gouvernement a eu à connaître en 2 ans sont éloquents et disent combien le mal est profond. L'initiative est salutaire et vient renforcer les avancées du Bénin en matière de lutte contre la corruption. Je me réjouis avec tous les acteurs des progrès réalisés par le Bénin avec le bond d'une place de classement de l'édition 2017 de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, en occupant le 14e rang sur 54 pays avec un score de 59 sur 100 en gouvernance globale. L'édition 2018 des Journées nationales de gouvernance aura permis au Bénin de renforcer son système de lutte contre l'impunité. Nous pouvons retenir que les dispositions ont été prises avec des recommandations très claires à l'endroit du gouvernement, à l'endroit du Parlement, à l'endroit de la Cour constitutionnelle, pour qu'ensemble, on puisse conjuguer les efforts pour que la lutte contre la corruption prenne une tournure beaucoup plus facile. En organisant ces journées, le Bénin s'engage pour la tolérance zéro en matière de bonne gouvernance. Une ambulance et plusieurs autres équipements pour renforcer l'unité de secours des sapeurs-pompiers d'Abomey-Calavi, c'est le fruit du partenariat entre la mairie et l'ONG PICA. La remise a eu lieu après plusieurs jours de recyclage. William Aguia, Wenceslas, à Royaimont. De l'argent. Une simulation grandeur nature d'une opération de secours des sapeurs-pompiers d'Abomey-Calavi. Des soldats du feu qui mettent en pratique les acquis de quelques jours de recyclage reçu de l'ONG PICA, Pompiers International des Côtes d'Armor en France. Une ONG qui appuie pour une seconde fois cette unité des sapeurs-pompiers du Bénin. Une ambulance médicalisée et un ensemble d'équipements de premier secours gracieusement offerts pour sauver des vies. Un centre de secours, de façon générale, c'est des infrastructures, le personnel et les moyens, aussi bien spécifiques que roulants. L'ONG PICA nous apporte toujours son soutien en ce sens. Je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement M. Georges Bada, maire de la ville, qui a fait le choix de s'engager financièrement aux côtés de PICA afin d'équiper Abomey-Calavi des moyens de secours nécessaires à la prise en charge de la population locale. Le fourgon incendie est arrivé l'an dernier
l'ambulance cette année. Plusieurs formations ont déjà eu lieu et je tiens d'ailleurs à féliciter l'ensemble des sapeurs-pompiers ayant participé pour leur sérieux et leur professionnalisme. Cet appui à cette unité des pompiers du Bénin est rendu possible grâce au partenariat entre la commune d'Abomey-Calavi et l'ONG PICA. Et Georges Bada se réjouit du geste et appelle à son utilisation rationnelle et responsable. Lorsqu'il y a un accident et que les sapeurs-pompiers ne peuvent pas aller secourir, je crois que quelque part, il y a problème. C'est pour cela que nous avons pris, le conseil communal d'Abomey-Calavi a pris sur lui de faire tout ce qu'il faut pour que ce plateau puisse connaître une amélioration. Et j'ai pris note également ici que les sapeurs-pompiers feront bon usage du matériel à eux confié. Un deuxième appui à l'unité des pompiers d'Abomey-Calavi et déjà PICA annonce pour bientôt d'autres actions pour renforcer les capacités de ces hommes et femmes prêts à sauver des vies ou périr. Après la cérémonie de remise de matériel aux sapeurs-pompiers, le maire d'Abomey-Calavi a reçu le ministre de l'Énergie, une visite de courtoisie au cours de laquelle le ministre a rappelé aux responsables de la mairie de Calavi les retombées des différents projets de péage au profit de la commune d'Abomey-Calavi. Je vous invite à suivre les deux personnalités. J'ai demandé donc à faire une visite ce matin pour aller au niveau de la direction régionale, regarder un peu les préoccupations de la gestion clientèle, qui est une préoccupation gouvernementale, pour vous dire combien le travail que nous faisons, notamment dans le secteur de l'énergie électrique, vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de manière générale et particulièrement à Abomey-Calavi qui a un rôle particulier à jouer dans ce secteur. Tant les infrastructures nouvelles et historiques que le gouvernement est en train d'installer auront une part belle dans cette commune, avec, je dirais, toutes les retombées qui en résulteront. Sachez que le plan d'action du gouvernement a un fort impact, je dis bien un fort impact, pour la commune d'Abomey-Calavi. Nous pouvons nous en réjouir. Vous pouvez faire en sorte que la population en soit imprégnée et convaincue de ces retombées-là, qui permettront de changer ou de contribuer au changement attendu par le gouvernement, notamment au niveau de cette commune. Abomey-Calavi, c'est la cité dortoir. Et qui dit cité dortoir, dit luminosité. Encore la nuit, on a besoin d'être éclairé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pendant ce temps, le ministre des Mines présentait les merveilles du secteur minier béninois aux opérateurs économiques. C'est pour leur implication qualitative et dynamique à la veille du Salon international des mines, carrières et pétrole Cabrit, le Bénin. Julia Koekou, Jérôme Humbo. Le secteur privé est un véritable levier de développement. À travers cet atelier, le gouvernement entend faire connaître aux opérateurs économiques les potentialités de nos sous-sols et analyser les possibilités d'investissement. Il convient d'explorer de nouvelles voies et stratégies pour la promotion de nos ressources minérales et susciter l'intérêt des opérateurs économiques béninois, surtout, à investir dans ce secteur. De même, le gouvernement, à travers le ministère en charge des Mines, œuvre pour la mise en place de conditions favorables aux investissements dans tous les secteurs, y compris celui des mines. C'est dans cette dynamique que la présente journée, qui vous est dédiée, Monsieur le Président, vous et tous les opérateurs économiques béninois, a été initiée. 3 communications ont suscité l'attention de l'assistance. Présentation du potentiel minier, valorisation des pierres ornementales et des matériaux locaux de construction et la procédure d'obtention de titres miniers. Notre sous-sol est doté de ressources et le gouvernement au UNESPA travaille à développer les capacités de nos opérateurs économiques. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc dans la vision du chef de l'État, dans le PAG, c'est écrit que le gouvernement a fait le choix de renforcer les capacités d'exploitation de nos ressources minières. Et donc c'est avec le privé national, c'est le privé international, le privé étranger. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut révéler au privé national d'abord, il faut leur expliquer, il faut leur montrer ce que nous avons comme ressources dans ce sol. Je suis convaincu
que la pertinence des résultats auxquels aboutiront les échanges et travaux de cette matinée apporteront une impulsion qualitative et dynamique de développement du secteur minier de notre pays. Je voudrais donc vous suggérer, chers confrères, chers collègues opérateurs économiques, de profiter au maximum de ce créneau qui nous est spécialement dédié pour découvrir et visiter les merveilles de ce secteur qui reste peu connu par le plus grand nombre d'entre nous. Cet atelier vient en prélude à l'organisation au Bénin, dans un mois, du Salon international des mines, carrières et du pétrole. Des chercheurs ensemble pour venir à bout du banana banshee top virus, le plus gros ennemi de la banane plantain à la faveur de leur réunion annuelle. Ces spécialistes de l'agriculture ont fait le point de la lutte et sont descendus sur le terrain pour apprécier l'impact. On fait le point avec Jean-Claude James et Ramatou Lawani. Dans le viseur de ces spécialistes de l'agriculture, le BBTV, Banana Banshee Top Virus. Ces chercheurs se retrouvent à Cotonou pour faire le point de la lutte contre ce virus ennemi de la production de bananes plantain. Ils ont opté pour la visite de certains sites de production à Dangbo et à Kromi-Srete. L'ignorance de savoir que ça c'est une maladie, c'est un problème pour nous au Bénin parce que si c'est un insecte, au moins le producteur voit l'insecte et dit oh ça c'est un insecte. Ici maintenant, il ne se rend même pas compte, il ne sait pas que c'est une maladie et il multiplie ces choses. Donc nous sommes dans la sensibilisation, nous sommes dans les formations de toutes sortes parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de produits chimiques, nous n'avons pas de variétés résistantes parmi ceux que nous avons sur le terrain. Donc nous sommes obligés de leur dire déraciner. Le projet BBTV est venu dans la localité et ils nous ont donné la formation sur comment éradiquer les plants attaqués et comment détruire ces plants attaqués par l'ingestion de l'insecticide. Aujourd'hui, nous n'avons plus de plants attaqués au niveau de nos plantations de bananiers. On aurait appris que dans d'autres pays, les gens utilisent le spédotron pour fabriquer les tissus, les couches. Et si nous aussi, ils peuvent nous donner cette formation, ça va nous aider dans nos productions. Sur le terrain, des échanges avec les producteurs et des démonstrations de techniques pour identifier le virus ont meublé cette descente des chercheurs venus d'un peu partout. Ils ne cachent pas leur satisfaction. Je suis quand même satisfait du travail qui se fait. Et surtout, c'est le fait que les producteurs eux-mêmes prennent des initiatives en dehors de l'équipe de direction et essaient de sensibiliser les autres. Work with John Thomas on this wonderful Gates Foundation program. Et je suis vraiment impressionnée par ce qui se fait sur le terrain. C'est vrai qu'en Australie, en plus, on a eu les rapports, on lit les rapports, mais venir pour voir ce qui se fait vraiment, c'est vraiment fantastique. Ce que je dois ajouter, c'est que Martine Tacher est le projet au Bénin. Et j'avoue qu'elle est en train de faire un grand travail et j'invite toutes les autorités à l'accompagner. Avant de rallier les champs de bananes à Dangbo et à Kromi-Srete, les hôtes du Bénin ont fait un tour dans l'univers des insectes, le centre de biodiversité de l'ITA, Institut international de l'agriculture tropicale. Parlant d'agriculture, 100 jeunes prennent part à une formation de 6 mois en entrepreneuriat agricole. La formation est initiée par le programme cadre d'appui à la diversification agricole, PROCADS, avec l'appui technique du centre régional Songhai de Porto-Novo. Guillaume Avienou, Enoch, attendez. 6 mois d'incubation au centre régional Songhai de Porto-Novo pour ces jeunes à l'écran. Ils sont au nombre de 100, dont 25 filles, et ont été sélectionnés à travers tout le pays pour suivre pendant un semestre entier une formation en entrepreneuriat agricole. Ceux qu'on qualifie déjà de futurs entrepreneurs agricoles, du fait du sérieux attendu d'eux, un sérieux dont ils font déjà montre depuis le début de la formation, il y a 2 semaines de cela, ces participants devraient donc parcourir tous les départements du centre régional Songhai. On a constaté qu'ici, ce n'est pas rien que de culture, il y a aussi l'élevage des animaux et des poissons, il y a aussi la transformation,
Nous allons les accompagner à travers des séances d'échange périodiques afin que nous n'enregistrions pas des cas de déperdition dus à l'indiscipline, dus à des infections sexuellement transmissibles ou au VIH, en ce qui concerne particulièrement les femmes dues aux grossesses non désirées. La formation de 100 jeunes déscolarisés dans les métiers de l'agriculture, initiée et soutenue par le PROCAD, le programme cadre d'appui à la diversification agricole, un programme du ministère en charge de l'agriculture, fruit du partenariat entre la Banque mondiale et l'État béninois. Cette formation participe de la volonté des autorités du pays de réduire le chômage des jeunes. C'est pour préparer un cadre ou bien une masse critique des jeunes préparés mentalement, psychologiquement, techniquement pour rentrer résolument dans la troisième révolution industrielle où il y a un vrai gisement de l'emploi. La présente formation vise à faire de vous, jeunes, les producteurs de richesses, des développeurs de ce pays et surtout des créateurs d'emplois. Pour les initiateurs et les formateurs de ces jeunes, si les expériences du genre se multipliaient un peu partout sur le continent, ces jeunes entrepreneurs agricoles pourraient constituer le fer de lance de la troisième révolution industrielle. Une révolution dans laquelle le continent, de par son potentiel humain et environnemental, pourrait jouer un rôle prépondérant selon des observateurs. Venons-en à ce partenariat entre les universités béninoises et Bénin Terminal, une filiale portuaire du groupe Bolloré. Il a accouché d'une rencontre avec les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Objectif, amener les étudiants à mieux appréhender le monde professionnel. Lénèque Agbazaou pour plus de détails. Échange à bâton rompu entre l'équipe dirigeante de Bénin Terminal et les étudiants de l'ENEAM. Au cœur des discussions, les différentes prestations de la filiale portuaire du groupe Bolloré au Bénin et les opportunités professionnelles y relatives. Cette rencontre est la résultante du partenariat entre l'école et l'entreprise. Nous présentons notre groupe aux étudiants de l'ENEAM, les activités, les différents pôles d'activités du groupe Bolloré dans le monde, en Afrique et au Bénin particulièrement. Et donc la bonne nouvelle que l'on peut apporter à l'ENEAM, c'est donc de rapprocher en fait le monde professionnel et le monde des étudiants, puisqu'en fait les étudiants étudient, apprennent, suivent des enseignements, non pas pour rester dans la rue, mais bien pour trouver des débouchés professionnels. Donc, une vision partagée par l'École nationale d'économie appliquée et de management. Et à travers ce partenariat, nous cherchons avant tout à faciliter l'insertion professionnelle de nos étudiants et puis aussi à rapprocher nos programmes de formation avec les besoins des entreprises. L'initiative séduit les étudiants et leur fait explorer des horizons professionnels. Cette initiative, je la trouve bonne car elle nous permet de pouvoir nous projeter dans le futur, de pouvoir avoir un lien, d'être en relation avec ce que nous allons faire demain. Ça donne envie de travailler à Bénin Terminal. Démarrer dans un métier, dans la vie, donc cette chance-là, si nous pouvons l'offrir à certains étudiants de l'ENEAM, ça serait une grande réussite. Le groupe Bolloré est présent dans 105 pays et figure parmi les 500 plus grandes entreprises du monde. Cette société familiale est dirigée depuis 1981 par Vincent Bolloré. Ce partenariat avec l'ENEAM est l'expression de la dimension sociale de Bénin Terminal, filiale portuaire du groupe au Bénin. Bonsoir sur vous.